parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle non. La série s'appelle Jessica Jones, saison 3. Et oui, si ça vous intéresse, j'ai déjà fait des podcasts, un tout petit, vous avez un petit aparté qui faisait partie d'une grande critique des séries The Defenders. À l'époque, je faisais des critiques de 2h30. Mais je l'ai sorti de la critique générale, et vous pouvez la trouver aussi, donc la petite critique de la saison 1, une critique complète de la saison 2, et donc voilà, la critique de la saison 3 de Jessica Jones, de Melissa Rosenberg, disponible depuis le 14 juin 2019 sur Netflix, et je l'ai vu donc à la télévision en version française, et je n'ai pas honte, parce que j'expliquerai pourquoi plus tard, à propos du doublage. Donc, pour commencer, et pour m'expliquer un petit peu le contexte, j'enregistre dans ma bagnole, dans un contexte un peu particulier. Je vous passe les détails, donc il y aura un petit peu de bruit autour de moi, des bêtises, des trams, des vélos, des choses comme ça. Désolé pour si ça vous dérange un peu trop l'écoute. On fait comme on peut, mais je voulais absolument sortir ce podcast cette semaine. Donc, d'abord, il faut mettre les choses en place. Jessica Jones, elle fait partie du fameux projet Marvel Netflix qui avait vu jour, je crois, il y a 4 ou 5 ans maintenant, avec la série Daredevil, et qui faisait donc partie du groupe de super-héros The Defenders, qui devait être une sorte de miroir télévisuel au groupe des Avengers au cinéma. Il y avait même cette idée au départ que les événements qui se passaient dans les films Avengers devaient avoir une répercussion dans les séries de The Defenders. Les séries de The Defenders qui réunissaient donc Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Et donc, cette série de Marvel Netflix a eu un très gros succès, notamment Daredevil, qui a été la série qui a le plus marché et qui a très très bien, entre guillemets, lancé cette série de séries sur Netflix. Ensuite, on a eu des réussites diverses et variées. Je vous renvoie à ma critique globale. Pour faire court, Luke Cage, c'était franchement pas terrible la saison 1, mais la saison 2 était vraiment très intéressante. Iron Fist, la saison 1 était une catastrophe totale, et la saison 2 était pas mal du tout au final, plus courte et franchement beaucoup plus réussie. C'était même plutôt plaisant comme saison. Et la série qui les réunissait tous, The Defenders, était une déception, avec beaucoup de problèmes, et n'avait pas vraiment réussi son coup. Mais les séries ont plusieurs saisons. Daredevil, sur les 3 saisons, ça tenait comme plutôt la dragée haute. Il y avait de très gros moments d'action et de qualité d'écriture dans les 3 saisons, hein. En dents de scie, parce qu'il y avait aussi des choses bien ratées dans Daredevil qui ne fonctionnaient vraiment pas. Je vous renvoie à mes critiques précises des saisons 1 et 2. Et on avait donc aussi Jessica Jones, qui arrivait donc avec 3 saisons. La première saison était très bien, la deuxième, voire même excellente sur bien des points. La deuxième saison était très bien, voire même excellente sur bien des points. Et la saison 3 est la saison qui finit le deal entre Marvel et Netflix, puisque The Defenders ne sera pas renouvelé. Tout ça, c'est dû au fait que, j'en ai déjà parlé dans mes critiques des films du MCU, mais Marvel a été racheté par Disney. Disney qui a racheté tous les éléments grosso modo du Marvel Universe, notamment en rachetant aussi les films Spider-Man à Fox, en rachetant la Fox en entier. Et donc maintenant tout appartient au géro de Disney, Disney qui lance son propre système de streaming, Disney+. Il était donc hors de question, évidemment, qu'un concurrent tel que Netflix puisse garder encore des séries sous le branding Marvel, surtout en ayant un succès dingue. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce sont des séries, il y a encore 6 mois, qui étaient supposées toutes se terminer. Elles ont toutes eu leur dernière saison. Grosso modo, leur dernière saison sortait, et quasiment la semaine suivante, on apprenait que c'était la dernière saison et qu'il n'y en aurait pas d'autres. Et là, bien sûr, comme prévu, comme certains personnages ont bien fonctionné, notamment Jessica Jones et Daredevil, de grosses rumeurs sont en train de circuler partout sur le net sur le fait qu'il y aurait éventuellement Daredevil et Jessica Jones dans des films du MCU, peut-être même sur leur propre film, et qu'il y aurait a priori un prolongement peut-être de la série Luke Cage sur Disney+. Disney essayant de frapper très fort et de faire très mal aux géants du streaming qu'est Netflix actuellement, qui reste le leader mondial, malgré les concurrences très fortes d'Amazon et de Hulu, qui arrivent vraiment en force maintenant, et de Apple Online aussi, qui va taper très fort avec les séries qui vont arriver. Mais tout ça pour dire, Disney+, c'est littéralement un monstre qui va débarquer là, avec des séries Star Wars, des séries Avengers, beaucoup de séries avec un cross-média encore plus fortement renforcé, tout simplement, entre
le cinéma et les séries. Ah oui, là, hashtag pognon, hein, on est tous d'accord. Hashtag archi pognon, hashtag multimilliardaire dans l'air. Hein. Donc tout ça pour dire, récupérer toutes leurs licences et essayer de faire un maximum de pognon avec tout ce qu'ils peuvent dans ce qui marche en ce moment, les trucs de super-héros, ça va être un petit peu et le point fort de Disney, et peut-être même sa némésis, parce que pour peu que les gens en aient marre des séries de super-héros, Disney se lance dans un truc assez tordu, sachant que déjà le public... rien que pour vous donner une échelle d'idée, je reviendrai là-dessus, je vais vous faire une grande rétrospective sur les différents films Star Wars avant l'arrivée de Star Wars 9, mais grosso modo, la sensation que j'ai sur les réseaux sociaux, notamment français, c'est qu'il y a, qu'il y a un désintérêt pour le prochain Star Wars, il y a une petite hype, mais je ne sens plus la même ferveur que j'avais pu sentir à l'époque où, par exemple, Un Nouvel Espoir était sorti, La Revanche des Sith, ou la fameuse prélogie avec l'attaque des clones. C'était des films qui avaient déçu, mais il y avait une hype à chaque fois qui sortait qui était dingue. Et là, vraiment, Star Wars 7 et Star Wars 8 ont fait mal. On sent vraiment que les fans ont fait un pas de côté. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Tout ça pour dire... Ça peut aussi bien exploser les séries qui vont arriver, The Mandalorian, je ne sais plus si c'est un film ou une série, va y avoir une série je crois sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor, enfin bon, beaucoup de choses comme ça qui sont supposées être très intéressantes, mais qui sont pour moi aussi à deux doigts d'enterrer une bonne fois pour toutes la licence Star Wars dans les méandres du fan service, parce que pour l'instant on a clairement... une baisse, je trouve, de l'intérêt global pour ces séries-là. Et je trouve que les films Avengers sont pas loin d'y être. Ils ont sorti un bon Spider-Man Far From Home qui est tout à fait sympathique, je vous renvoie à ma critique. Et qui donc, je dirais pas que ça a relancé la hype, mais qui a laissé penser qu'on pourrait avoir une série de films intéressants une fois sorti du fameux cycle des pierres de l'infinité et de Thanos. Mais en même temps, ça fait quand même 10 ans, 11 ans de films de super-héros. On en a beaucoup par an. Toute hype finit par un moment ou un autre à baisser. Alors je pense qu'il y a encore énormément de choses hyper intéressantes dans les films de super-héros à voir. Moi j'aime beaucoup, donc je ne me plains pas. Mais j'essaie juste de nuancer le fait que le mastodonte Disney arrive avec des grosses idées comme ça. D'a priori on pense que ça va cartonner, mais on va voir. Parce que le cross-média par exemple, je vais tout de suite faire une petite critique de The Defenders, du fameux cross-média The Defenders Avengers, donc cinéma, série télé, n'a finalement pas tenu la route. Très vite ils se sont rendus compte à l'écriture des séries que c'était très difficile à tenir de faire des références à des films dans des séries, et qu'il fallait introduire ça de manière beaucoup plus intelligente, et que si les gens n'avaient pas vu les films, ça risquait de faire d'énormes trous pour suivre une série de plusieurs épisodes. Autant au cinéma on peut faire référence à la série, et si les gens ne voient pas la référence, tant pis, à la limite ça passe si l'histoire fonctionne, même si moi je suis le premier à critiquer ça, mais des références à des films dans une série c'est beaucoup plus chaud, surtout si les gens ne croient pas, s'il manque les informations très prégnantes des films. Et Dieu sait qu'en général, on essaie de garder les informations du film plus ou moins secrètes. Il faut attendre que le film soit sorti. Entre la production d'une série et la production d'un film, il y a des décalages et des choses comme ça. Donc vous voyez, ça a été très compliqué à maintenir. Et très vite, ils ont abandonné l'idée. Il y a des références, toujours indirectes. Il y a la prison du Raft, notamment, qui est régulièrement citée dans la série de Jessica Jones et qui est clairement montrée dans le film Captain America Civil War, par exemple. Il y a pas mal de références aussi à... Hammer Industries, Justin Hammer qui était le méchant dans Iron Man 2, donc sur certains points c'est assez sympathique parce qu'on sent que c'est le même univers, mais quand même il y a une telle différence de ton, par exemple entre les séries de Defenders qui étaient beaucoup plus violentes, beaucoup plus noires, et les films Avengers qui pouvaient être violents aussi, mais qui grosso modo jusqu'à Infinity War, jusqu'à Civil War étaient quand même assez grand public et familiaux, et qui le sont restés finalement jusqu'au bout. Même Spider-Man Far From Home reste comme très familial malgré la violence qu'il a dans sa dernière partie. Et que je dis violence, entre guillemets, on peut vraiment pas comparer cette violence-là aux séries de Defenders. Donc voilà, c'était juste un petit aparté sur Disney+, qui c'est clair, on va avoir droit, à mon avis, à un nouveau mastodonte qui va tout écraser, mais peut-être pas forcément avec les séries télé ou avec les films. Comme je disais, il y a peut-être un projet de film qui va relancer la série Jessica Jones, voire même l'idée d'une saison 4, mais pour l'instant, c'est des rumeurs, rien n'a été confirmé. Daredevil étant lui aussi a priori relancé, sachant que Charlie Cox est un extraordinaire acteur, donc je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, on ait Daredevil au cinéma. Jessica Jones, j'aime beaucoup ce que fait Kristen Ritter, j'aime beaucoup la série, mais je ne sais pas encore s'ils vont oser se lancer au cinéma, sachant qu'ils ont du mal à faire
prendre la hype aux séries avec des personnages féminins, et ça reste encore problématique au cinéma aussi, même si des films comme Wonder Woman ou Captain Marvel sont en train de changer un petit peu la donne. Donc comme je disais perso, les séries Marvel, j'ai plutôt aimé, et pour moi la meilleure série du groupe, je sais que beaucoup de gens sont un peu dans une hiérarchie Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, mais honnêtement, objectivement, je suis pas d'accord du tout. Je trouve que Jessica Jones est bien meilleure, qu'elle supporte beaucoup mieux le fait d'être une série de super-héros, contrairement à Daredevil ou Luke Cage, qui ont à chaque fois eu des déséquilibres à un moment donné, et ont un peu porté, un peu comme un poids, le fait que ce soit des séries de super-héros. Luke Cage dans son discours sur les Noirs américains, et Daredevil dans son discours sur la justice, et son envie, entre guillemets, de visuellement faire de Daredevil, de rapprocher Daredevil de la série, du Daredevil des bandes dessinées, donc en le faisant faire des pirouettes et ainsi de suite. Et malheureusement, comme les scènes de combat sont parfois très longues, ça crée des scènes qui sont vraiment kitsch, au milieu d'autres scènes excellentes. Dans la dernière saison, vous avez par exemple l'évasion de la prison, qui est vraiment une super séquence, un plan séquence de baston vraiment très très bien foutu, très réussi, avec des fins toutes bêtes, du genre l'acteur principal se prend un coup, il passe par une porte, et quand il ressort, en fait c'est la doublure qui fait des cascades et des machins, ensuite on lui tape dessus, il sort du champ, c'est l'acteur qui rentre, que des feintes comme ça, mais qui font que la séquence a l'air hyper fluide, organique, naturelle, et on a l'impression que c'est Charlie Cox qui fait tout. Un vrai bonheur. Je ferme la parenthèse, je vous renvoie à ma critique de Daredevil. Mais tout ça pour dire, pour moi, la meilleure série Marvel télé, c'est Jessica Jones. Alors bon, derrière Légion, qui est une série FX sur laquelle je n'ai pas encore fait de retour parce que je veux regarder la saison 2 avant de vous en parler. Mais je vais expliquer pourquoi je pense que Jessica Jones c'est très bien, mais que Légion est quand même un degré au-dessus, parce que c'est une critique un peu plus générale. Mais avant de commencer, on va schtroumpfer. Je vais faire des spoilers légers si vous n'avez pas vu les 2 premières saisons de Jessica Jones. C'est dommage d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir avant d'écouter cette critique. Je vais pas spoiler des masses, mais tout de même, les twists et les fins de saison sont quand même très bien foutus chez Jessica Jones. Ce serait dommage de se spoiler un peu. Quoi qu'il en soit, vous êtes là et vous avez décidé de vous spoiler, alors on y va et on va schtroumpfer. Jessica a retrouvé son agence de détective, Malcolm travaille pour le cabinet d'Hogarth, et Trish vient de se découvrir des pouvoirs qu'elle met très vite au service de son désir ardent d'être une super-héroïne. Jessica et Trish ne se parlent plus depuis des mois, quand bien même, malgré elles, leurs activités respectives les mènent à se croiser, voire même à faire alliance, face à un tueur sadique à l'intelligence redoutable. Alors, la première chose qui est vraiment très agréable chez Jessica Jones, c'est, je trouve que les scénarios sont brillants. Et c'est le cas encore dans cette saison. Le scénario est toujours brillant et très dense. Brillant parce que la série sait prendre son temps pour développer ses personnages. Je sais que c'est une critique qui est fait beaucoup à la série d'être lente. Moi, je trouve que dans Jessica Jones, cette entre guillemets lenteur, même si je comprends que je peux la sentir, je trouve qu'elle est récompensée. Je trouve qu'ils savent mettre en place les personnages pour qu'au final, on ait vraiment des retournements de situation et un intérêt pour ce qu'ils vivent. Et c'est une vraie qualité parce que je trouve, par exemple, que dans le Iron Fist, c'était un truc qui était complètement raté. Mais pour prendre un exemple un peu moins raté, dans la saison 1 de Luke Cage, ils prenaient leur temps pour construire le personnage et au final, le personnage n'allait pas très loin. C'était un des problèmes de la série d'ailleurs, Luke Cage. Ils avaient beaucoup de mal à faire grandir le personnage. C'est mieux maîtrisé dans la saison 2, mais ça reste un personnage qui traverse des choses compliquées, tout en étant finalement pas très... Ça provoque peu l'empathie du spectateur, parce que je pense que, malgré toute leur bonne volonté à vouloir expliquer la situation d'un noir américain aux États-Unis, je trouve que dans la série Luke Cage, ils n'ont jamais vraiment réussi à sortir complètement du cliché du noir américain. Quelque part, Luke Cage en était un cliché aussi. Je vous renvoie à ma critique de Luke Cage de saison 2, où j'explique ça. Mais c'est pour vous dire, c'était un peu du... Ça avait du mal, ça prenait son temps, mais au final, ça récompensait pas cette attente. Et je trouve que chez Jessica Jones, dans les 3 saisons, c'est systématiquement bien vu. Et c'est paradoxal, et c'est même étonnant, parce que c'est un des personnages les mieux écrits aussi dans The Defenders. C'est ça qui est fou, c'est que Jessica Jones, c'est un personnage qui a tenu la route dans les différentes itérations, dans ses apparitions dans les autres séries. Je ne sais pas si elle apparaît après dans les autres séries, elle apparaît essentiellement dans The Defenders. Tout ça pour dire, elle avait vraiment du poids et une présence, là où les autres se débattaient toujours pour avoir un peu de consistance, à l'exception en fait bien sûr de Daredevil, où la série était clairement la série phare, et on sentait que dans Daredevil, ils pouvaient tout se permettre, faire venir le Punisher, faire venir Elektra, faire toute la 3e saison autour du personnage du tireur. Enfin, vous voyez, mettre Vincent D'Onofrio dans le rôle de Kingpin. On n'a pas eu quand même de genre de casting pour le reste de la série, faut être clair.
Vincent D'Onofrio, c'est un super acteur, très impliqué. Quand tu le mets dans un rôle comme celui de Kingpin, tu sais que tu vas cartonner. Et comme par hasard, ça a cartonné. Les autres séries n'ont pas eu cette chance. Iron Fist n'a pas eu un méchant du gabarit d'acteur de Vincent D'Onofrio dans aucune des saisons. Vous voyez, donc c'est aussi Daredevil avait un niveau de production malgré tout un poil au-dessus, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, hein. C'est pareil que de choisir John Bernthal pour jouer The Punisher alors qu'il sortait de la série de Walking Dead et que c'est un acteur qui a le vent en poupe, qui tourne chez Scorsese et tout ça. Donc voilà, c'est un acteur qui a tourné dans Fury avec Brad Pitt, c'est un acteur qui tourne au cinéma, c'est un très bon acteur de cinéma. Donc le caster lui dans The Punisher, c'est déjà faire monter la série d'un cran. Et on n'a pas la même aura chez Kristen Ritter, chez l'acteur qui joue Iron Fist, j'ai oublié son nom, qui venait de Game of Thrones mais qui était quand même pas dans une super hype à ce moment-là, ni chez Mike Colter, l'acteur qui joue Luke Cage. D'ailleurs c'est étonnant dans la série Luke Cage, comme il y a peu d'acteurs noirs américains, on va dire de haut standing dedans, dans la série. Tout ça pour dire, il y avait quand même un petit avantage donné à Daredevil sur la distribution, ce qui n'a pas été le cas de Jessica Jones, mais dans Jessica Jones, je trouve que la série prenait son temps pour arriver à des récompenses beaucoup plus solides jusqu'au bout de la série. Daredevil, souvent, dans les derniers épisodes, par exemple, je vais le dire clairement, hein, à la fin de la saison 1 et de la saison 3, Daredevil, les choses se règlent en baston à coups de poing, et je ne suis pas du tout convaincu que ça devait se passer comme ça. C'est très forcé dans la série. À chaque fois, il y a un combat entre Daredevil et donc le méchant, et autant dans la saison 3, 2, je peux comprendre l'idée, autant dans la saison 1 et la saison 3, c'est très forcé. Hein. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Jessica Jones, à l'inverse, a accepté de faire quelque chose d'anti-spectaculaire dans les fins de ses saisons, mais de cohérent par rapport à ce qu'elle raconte. Et je trouve que c'est ce qui fait que la série gagne tout de suite un degré de qualité. Pour donner un autre élément que je trouve très bien réussi dans le scénario et qui explique cette densité, c'est le développement des personnages. Jessica, encore une fois, cette saison, il y a toujours ce conflit avec sa famille, le fait d'avoir sa famille qui est morte et de donner du sens avec son pouvoir à la mort de sa famille, c'est toujours présent, c'est toujours au cœur de la série, et c'est écrit avec beaucoup de finesse, même si certains personnages lui disent frontalement, et justement, l'un des antagonistes de la série lui sort ça comme une sorte de révélation, et ça la fait rigoler parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vraiment une question de culpabilité, c'est pas seulement une question de morale ou d'équilibre social. Pareil, le fait d'être héroïne pour elle et de rejeter le fait d'être héroïne, c'est pas seulement dire non, je suis pas marqué par les choses, c'est aussi être héroïne, ça coûte cher, ça coûte très très cher. Et je vous renvoie à la saison 1 à ce que Kilgrave lui a fait sous prétexte qu'elle était une héroïne. Et bien sûr le rapport à la justice chez elle qui est très intéressant puisque c'est quelqu'un qui en fin de compte dans la série et depuis la saison 1 a un rapport à la justice très très fort. C'est quelqu'un qui tue quelqu'un et qui se le reproche énormément, qui met les 3 saisons à s'en remettre et qui grosso modo a une éthique finalement de la justice qui est hyper forte, et c'est pour ça que c'est une héroïne intéressante. C'est quelque part elle a une éthique très très forte, mais elle le porte pas comme un blason, elle pense même que c'est une malédiction d'une certaine manière. Donc bref, encore une fois, un personnage très très bien écrit dans cette saison. Son rapport avec Trish est vraiment très bon sur toute la saison. Son rapport à Hogarth aussi se développe très très bien. Je reviendrai sur le personnage d'Hogarth et sur le Carrie-Anne Moss qui probablement pour moi est son plus grand rôle. Elle n'a jamais fait de personnage aussi intéressant qu'Hogarth. On a bien sûr Trish, qui est jouée par Rachel Taylor, comme je disais dans les saisons 1 et 2, que je trouve une actrice moyenne. Mais là, je dois admettre, au fur et à mesure des saisons, et notamment dans cette saison 3, elle s'est vraiment donnée à fond dans le personnage. Et là, elle aussi, son rapport à la famille va être beaucoup mis à mal, puisque jusqu'à présent, elle était dans un rapport toujours le même. C'était toujours un peu, comment dire... oui, ma mère me casse les pieds, et puis je veux être une héroïne, mais Jessica, elle sait pas la chance qu'elle a, mais moi, si ça avait son pouvoir, j'aimerais le faire. Enfin bon, tout tournait un peu autour de ça tournait un peu en rond, même si c'était bien, je trouve bien écrit. Et là, dans cette saison-là, saison 3, enfin, ça franchit un cap, et ça va loin, et ça va même très loin, je spoil rien, mais c'est vraiment cool. Son rapport à l'héroïsme aussi, qui est un peu naïf. La saison a une excellente idée, je vous spoil légèrement, où on a des épisodes on a un épisode sur un événement, une suite d'événements qui est du point de vue de Jessica, et d'un seul coup on a un épisode avec un thème musical dédié autour du personnage de Trish qui développe donc ses qualités de super-héros, ainsi de suite, et c'est vachement bien, c'est très intéressant puisqu'elle a une certaine naïveté, on voit aussi qu'elle a une certaine candeur, mais qu'en même temps elle a un rapport à la justice qui est hyper intéressant. En même temps on voit aussi ce côté hyper, comment dire, qui kiffe quoi, qui a du plaisir dans la violence mais qui veut pas tout à fait l'admettre, qui cache un peu ça derrière des raisons éthiques. Enfin,
un super-héros vraiment dans toute sa splendeur, naïf mais hyper intéressant pour le coup, et donc un rapport à la justice forcément ambigu, forcément complexe. Bref, tout ça pour dire, encore une fois, une excellente écriture des deux personnages principaux. Et dans les personnages secondaires, Hogarth est vachement bien. Hogarth, c'est cette avocate, bien sûr, hyper glauque, hyper sombre, qui a l'image, à mon avis, des vrais avocats, hein, tout simplement, qui gagnent énormément d'argent en France ou ailleurs, hein, donc là aux États-Unis, et qui vit donc encore, depuis la saison 2, elle a donc un rapport à la mort qui est rendu plus aigu, je ne veux pas spoiler, et on continue le développement de cet axe-là, mais ça va encore un cran plus loin, puisqu'elle commence vraiment à comprendre que, bon, ben voilà, la maladie qu'elle a, bon, ben voilà, elle est dedans, elle s'en sortira pas. Elle l'admet, mais du coup, elle veut, quelque part, réussir à vivre encore un peu. Et c'est super intéressant, le rapport à l'amour, à la mort, au devoir moral, mais c'est hyper intéressant. Je trouve vraiment que le personnage est très réussi. Et dans la saison 2, j'avais été vachement surpris par son histoire, un peu moins dans cette saison 3, mais qu'est-ce que c'est bien écrit. Et j'insiste, je pense que Carrie-Anne Moss, et oui, Trinity de Matrix, c'est son plus grand rôle. Il y a sans aucun doute, elle est excellente dans le rôle de cette avocate. Et c'est presque dommage que la série finisse parce que ils ont mené le personnage à terme, mais je trouve que c'est pour le coup waouh. Sachant qu'elle apparaissait aussi dans d'autres séries comme Iron Fist ou autre, ou même dans Luke Cage. Je crois que c'est dans Luke Cage aussi. Et ben voilà, densité plus. Vraiment, hashtag. Elle devrait avoir un Oscar de la télé parce que je trouve qu'elle est vraiment magnifique dans ce rôle. Elle est juste impeccable, elle n'en rajoute pas, elle n'en fait pas trop, elle est juste au bon endroit. Alors, il y a quand même des choses un peu moins intéressantes, hein. Je trouve notamment le personnage de Malcolm, qui dans la série, pour ceux qui ne connaissent pas, est un peu le sidekick que Jessica n'arrête pas de rejeter dans la saison 1 et 2, et qu'il a franchi un peu un cap moral. Il devient, jusque-là, il était un peu une sorte de morale derrière Jessica, et dans cette saison-là, il devient un peu bizarrement sadique. Et en fait, j'ai l'impression que les scénaristes n'étaient pas sûrs de ce qu'ils voulaient lui faire accomplir, où ils voulaient lui faire aller. Alors, je comprends où ça arrive à la fin, mais même à la fin, en fait, sa conclusion à lui est contredite par la conclusion de Jessica. Ceux qui verront la série comprendront où je veux en venir. Donc, c'est un peu bizarre. Je comprends où ils vont vouloir aller dans la saison, ça donne lieu à des séquences intéressantes, mais je suis pas certain que lui, il avait vraiment un rôle essentiel dans cette saison-là, même s'il il fait des choses importantes dans la saison, mais je trouve qu'il n'était pas essentiel à ce qui était raconté. Je trouve que Trish, Jessica et Hogarth avaient déjà beaucoup plus d'éléments à apporter. Ah oui, et j'allais oublier le personnage d'Eric Gelden, qui est un nouveau personnage dans la série, et qui, comme tous les nouveaux personnages, a tout de suite un pouvoir de complexité très intéressant, et qui questionne vraiment la morale du héros. C'est très intéressant dans l'idée, en fait. Je vous passe les détails, mais je ne veux pas vous spoiler, il a un pouvoir qui met vraiment en cause son éthique constamment, physiquement même, vous verrez, et c'est vraiment très intéressant. Dans l'idée, après dans les faits, je trouve l'acteur un peu en dessous. Là, on est typiquement dans le cas où j'aurais préféré qu'il y ait un meilleur casting, un acteur un tout petit peu plus incarné, parce que cet acteur-là, il joue bien, hein, il fait bien son taf, mais je trouve qu'il est trop beau gosse. Dans la mise en scène même, on sent que l'acteur n'est pas assez impliqué parce qu'il est trop beau gosse pour être alcoolo. En fait, c'est un mec qui est alcoolique et qui a une addiction au jeu et qui a des problèmes avec des truands et tout ça. Et je trouve que ça aurait fonctionné si on avait eu un acteur qui avait un peu plus de densité dans son incarnation. J'ai vraiment mis du temps à comprendre dans la saison qu'il était accro au jeu. En fait, j'y croyais pas et j'y ai jamais cru de la saison. Et je pense que c'est parce que l'acteur est un poil trop lisse. Alors, il a une relation avec Jessica qui est très intéressante. Encore une fois, c'est vraiment très bien écrit. Mais là, je parle vraiment des problèmes de casting qui sont dus au fait que Jessica Jones était vue comme une série secondaire de la série The Defenders, et quelque part c'est décevant parce que je pense que les saisons avaient prouvé qu'il y avait la qualité, mais on sent vraiment que la série allait se terminer et qu'il ne pouvait plus aller très haut dans les castings, et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment le moyen de trouver un acteur peut-être un peu plus qui arrive à donner, voilà, en caricaturant parce que ça n'aurait pas été Jake Gyllenhaal, mais vous voyez, pour moi le type d'acteur qu'il aurait fallu, c'est un acteur dans le genre de Jake Gyllenhaal qui arrive à donner ce côté malade, ce côté addict à un truc. J'ai un de mes meilleurs potes qui se foutait de ma gueule dernièrement à juste titre parce que j'ai défendu beaucoup le Joker de Jared Leto dans ma critique de Joker, donc à laquelle je vous renvoie si vous ne l'avez pas écouté, où il m'expliquait qu'en fait Jared Leto est bon que quand il incarne des drogués, ce qui ne doit pas être très loin de la vérité. En fait, objectivement, hein. Je connais pas assez sa filmographie au-delà des films dont je vous ai parlé de Jared Leto, mais bon, vous voyez l'idée, c'est cette capacité à jouer là, à incarner quelqu'un qui est dans une addiction. L'acteur qui joue Eric n'arrive pas vraiment à le faire. C'est dommage parce que le personnage est très intéressant.
J'allais oublier de parler de l'antagoniste de cette saison qui s'appelle Salinger. Et ben, il est efficace. Comme tous les méchants de la série Jessica Jones, c'est du très bon travail. C'est un acteur de série télé, c'est clair, mais je trouve qu'il est efficace. C'est un bon moteur de l'histoire. Il est assez moche pour être ridicule en quelque sorte, mais en même temps, il est assez déterminé et assez glauque pour être une menace concrète. C'est vraiment bon, il irrigue très très bien la saison, même si on comprend très très vite que lui ne va pas être un sujet central comme ont pu l'être les antagonistes des saisons 2 et 1, auxquels je vous renvoie. Je ne veux vraiment pas spoiler, c'est une trop bonne série pour ça. Hashtag je suis un fan, désolé. On est là pour le coup, désolé, et hashtag qu'est-ce qu'il y a, je m'en fous. Vous n'avez qu'à aller bander sur Daredevil si vous trouvez ça tellement bon. J'aime beaucoup la série Daredevil, mais honnêtement Jessica Jones c'est un cran au-dessus. Notamment aussi parce que, je dois le dire encore une fois, dans les scènes de combat, elles sont efficaces parce qu'elles sont courtes, ça va droit au but. C'est le point fort de la série depuis le début de la série. Il y a une violence qui claque, qui fait vraiment contraste avec la lenteur et la prise en place de la série, sachant que Jessica Jones, elle n'est pas là pour faire du kung-fu. Quand elle tape quelqu'un, elle veut finir quelque chose, elle veut se débarrasser de quelque chose. Donc ça aurait été complètement stupide qu'il y ait des bastons longues. C'est pas Luke Cage qui roule des mécaniques avec son pouvoir, c'est pas ou qui se croit invincible, c'est pas Daredevil qui est donc ce qu'il est, c'est-à-dire un mec qui veut combattre contre 20 mecs et qui vient du kung-fu et en même temps de la boxe, et c'est pas Iron Fist qui vient des arts martiaux et qui devait par définition mettre ça en valeur dans la série. Du coup, ça, non seulement c'est cohérent par rapport au personnage, mais c'est efficace parce que ça évite ces chorégraphies dansées que j'ai assez critiquées dans les séries The Defenders et qui ont tendance un peu à polluer les séries, même si, heureusement, c'était pas sur toutes les chorégraphies. Mais là, en plus de claquer, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de l'extraordinaire, un acte super-héroïque de la part de Jessica, eh ben, c'est court. C'est court pour que ça fasse pas cartoon et je trouve que c'est très efficace. Encore une fois, c'est une très bonne utilisation de ce fameux équilibre dont je vous parlais dans les séries télé quand j'avais fait la critique notamment de The Doom Patrol. Une série télé par définition coûtera toujours moins cher qu'un film et donc doit trouver une manière de faire des effets spéciaux qui fonctionnent tout en ayant beaucoup moins de moyens et beaucoup moins de temps de production qu'un film de cinéma. C'est pour ça qu'on a de grandes différences toujours entre les films et les séries télé. Alors ce gap a tendance à diminuer quand tu as des séries comme Game of Thrones qui cartonnent, elles sont très financées, mais malgré tout les séries, au moins dans leur première saison, avant de cartonner, elles ont des effets spéciaux limités. Je vous renvoie à la saison 1 de Walking Dead par rapport à la saison 9. Là, vous allez voir une différence de qualité qui va être violente et un nombre de zombies qui va exploser littéralement. Donc ça pour dire cet équilibre toujours à trouver dans les séries d'effets spéciaux entre une écriture de qualité, des effets spéciaux qui doivent être là parce que c'est des super-héros donc il faut qu'on les voit les utiliser et c'est logique qu'ils les utilisent dans le contexte, surtout quand c'est bien écrit comme dans Jessica Jones, hashtag je leur lèche le cul, mais en même temps ça doit paraître vraisemblable et je trouve que Jessica Jones est un excellent exemple de réussite de ça. J'ai beaucoup aimé les différents plans extraordinaires de la série, fonctionnent très bien. Il y a un moment où Jessica balance quelqu'un sur un autre toit en face et j'ai trouvé ça hyper crédible, ça a vraiment bien fonctionné. Je vous laisse découvrir. Et je peux mettre en exergue, par exemple, la série Iron Fist était complètement plantée là-dessus, mais complètement, c'était impressionnant. D'un côté, vous voulez de la baston tout le temps, mais on sentait clairement qu'il y avait ou pas les moyens, ou pas l'idée de pré-production de faire travailler l'acteur assez pour devenir un combattant réaliste de kung-fu. Ils n'avaient pas répondu non plus à cette question de savoir comment rendre le kung-fu réaliste, puisque par définition le kung-fu est un art martial. Si l'adversaire en face pratique pas le kung-fu, ça devient très compliqué à mettre en place. C'est pas un art martial de combat de rue, c'est ça qui est très complexe à comprendre. Et ils n'avaient pas répondu à cette question de base, et la série souffrait horriblement dès le début et pendant toute sa première saison. Et enfin, dans la deuxième saison, ils se sont énervés sur la question. On a essentiellement des combats entre des pratiquants du kung-fu et comme par hasard, ça fonctionne beaucoup mieux. Je ferme la parenthèse, mais tout ça pour dire, vous voyez, l'équilibre est fin et Iron Fist n'a pas eu plus de budget que Jessica Jones. Alors les petits bémols, les petites limites que je mettrais dans Jessica Jones, grosso modo sur le bilan même global de la série, et c'est ça dont je voulais parler avant quand je la comparais un petit peu à la série Légion, c'est l'esthétique de la série qui est un poil trop générique. Alors, il faut m'entendre, la photographie est inspirée, il y a un jeu sur les flous et les nets qui est très bien foutu en général, notamment
On a des... Oui, je vous avais dit, je suis dans la voiture, dans la rue, donc il y a des voitures qui passent. Bon, j'espère que ça vous dérange pas trop à l'écoute. Donc on a notamment un jeu dans la photographie sur les flous et les nets qui est toujours présent au fur et à mesure des saisons, qui font des plans très subtils. J'aime beaucoup des plans, notamment on a Jessica qui est dans le doute et donc elle vient du flou vers le net et il joue beaucoup sur ces choses-là et c'est très bien fait. Du coup, c'est du beau taf. On a cette tendance à amener la série vers des bleus, à jouer beaucoup sur les nuits bleues, le côté froid, le côté désespéré qui est rendu beaucoup par cette couleur-là. Alors c'était un peu exagéré dans la saison 1 et 2 puisque c'était vraiment pensé dans The Defenders et chacune des séries avait un peu sa dominante de couleur, Daredevil en rouge, Daredevil en rouge, le Cage en jaune, Iron Fist en vert et Jessica Jones en bleu. Et ben c'est Jessica Jones, c'était la plus naturelle et c'était celle chez qui ça fonctionnait, je trouve, le mieux. Alors après je caricature un peu parce que j'aimais beaucoup le travail sur le Cage et notamment sur la lumière du soleil et j'ai beaucoup aimé aussi le travail sur le baroque et le rouge chez Daredevil. Donc je caricature surtout chez Iron Fist où ça avait finalement pas sa place, ça rendait juste les incarnations des personnages un peu malades sans véritable raison et ils ont arrêté clairement cette tendance-là dans la saison 2 et ils ont raison. C'était une très bonne chose. Comme je disais dans les points positifs encore, mais de la série qui ont donné beaucoup d'identité, de singularité, l'action est sèche et bien mesurée. Le générique et la musique qui fait la part belle notamment au piano et au cuivre, avec cette ambiance détective mais au féminin, avec cette légèreté, avec ce côté un petit peu désenchanté aussi. C'est un excellent générique qui est vraiment une très très bonne identité, une très très bonne carte d'identité de la série, je trouve, avec ce dernier plan du générique qui finit sur l'œil dessiné de Jessica, et qui est clairement le grand axe de la série, c'est-à-dire c'est le regard de Jessica sur les choses et le monde qui fait qu'elle est une héroïne. Et c'est excellent comme générique, c'est vraiment un très très bon générique, mais globalement j'aime bien les génériques, mis à part celui d'Iron Fist qui était un peu random, je trouvais le générique notamment de Luke Cage est excellent, quoi. Bon, je vous renvoie à ma critique globale de The Defenders. Là où je commence vraiment à avoir un vrai problème avec l'identité de la série, parce que tout ce que je vous ai cité là, je trouve que ça l'a singularisé beaucoup, notamment dans les séries de super-héros, mais dans les séries en général. Là où ça devient un peu moins bon, c'est à partir du montage. Le montage est lent, et c'est prendre son temps, c'est une qualité, mais pour moi, il aurait dû l'être encore plus. Je vais donner un exemple qui explique bien ça, c'est la série Mindhunter, qui est une série qui tourne autour des premiers agents du FBI qui se sont mis à étudier les serial killers et à mettre en place toutes ces données de réflexion autour du tueur en série, c'est-à-dire voilà... comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir anticiper, apprendre à mettre en place cette grande base de données qui fait qu'aujourd'hui maintenant on arrive à étudier les serial killers, à faire des séries qui ont l'air crédibles sur le fait comme Criminal Minds, Esprit criminel, sur des gens qui auraient étudié et qui étudient comment fonctionnent les criminels et tout ça, leur psyché, selon le milieu social dont ils viennent, comment ils ont été éduqués, où ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont fait, pas fait, ainsi de suite. Et donc Mindhunter raconte les tout débuts de ça. Et l'une des forces de la série, c'est de laisser le temps aux personnages qui sont bien écrits d'exister. La série suit clairement les personnages principaux et leur laisse de la densité et de la place en faisant des plans toujours étranges parce que c'est des gens qui se confrontent clairement à des esprits malades et donc ça renvoie forcément à leur intimité, à qui ils sont eux et comment ça va les affecter et toute la série tourne autour de ça. Et pourtant, d'un point de vue purement putassier, on aurait pu faire une série qui aurait beaucoup de succès en faisant le fameux gimmick, un épisode, un serial killer. Et ça aurait exactement marché, puisque ces mecs-là, c'est tiré de faits réels, c'est tiré d'un livre d'un des deux profilers, l'un des premiers profilers, comme je disais, qui a commencé donc cette science des tueurs en série. Et le mec, il a interviewé Manson, donc on aurait pu avoir dès la saison 1 tous ces personnages-là. Et évidemment, ils y sont pas. La série prend son temps. Il prend le temps de nous faire rencontrer ces assassins qui est à devenir très ambigu, très dérangeante. Et ça donne à cette série beaucoup de singularité, beaucoup de poids, beaucoup de densité. C'est une série qui est désagréable à suivre parce qu'elle nous met vraiment face au dilemme des personnages principaux, c'est-à-dire comment faire pour pas devenir fou face à des gens aussi dangereux et qui sont clairement beaucoup plus complexes que simplement dire ils sont fous, ils sont dangereux. Et cette intelligence qu'a Mindhunter, je trouve que c'est comme si les créateurs de la série Jessica Jones avaient peur que les personnages soient pas assez intéressants, comme je disais avant, pour supporter le rythme lent. Or, c'est faux, c'est vraiment faux. Jessica Jones est globalement très bien écrit. L'évolution des personnages est globalement excellente. Alors, il y a quelques facilités par-ci par-là. Comme je disais, Malcolm dans la saison 3, le petit copain de la saison 2, qui était un peu la famille de Jessica à la fin de la saison 2 et qui, grosso modo, est abandonné un peu sans raison explicite dans la saison 3. C'est pas...
c'est à peine géré par un petit dialogue. Je trouve qu'on comprend l'idée, mais je trouve que c'est un peu faible. Mais sinon, mis à part ces petites béquilles là qui sont franchement pas des gros problèmes, hein, ça reste bien écrit malgré tout, hein. C'est pas excellent mais ça reste bien écrit, mais le reste est excellent. Les personnages se développent excellemment de saison en saison, hein. Notamment Trish qui justifie très bien, comme je disais avant, la saison 1 et la saison 2 dans la 3. C'est brillant et ça devient radical. Le personnage est vraiment poussé à son terme. Alors est-ce qu'ils auraient pu faire ça si la série devait pas être finie maintenant? Hashtag, ça restera un mystère, franchement. Mais s'ils font une saison 4 et qu'il faut revenir Trish, on peut imaginer qu'ils ne voulaient peut-être pas aller jusque-là avant que la série soit annulée. Peu importe. En tout cas, c'est plaisant de voir les personnages pousser comme ça de saison en saison et vraiment évoluer. Alors que encore une fois, Rachel Taylor est une actrice moyenne à la base. Quand je dis moyenne, il faut m'entendre. Je trouve qu'en face, Kristen Ritter a beaucoup plus de densité. Kristen Ritter, elle a joué notamment le rôle de Jessica Jones, mais elle a aussi joué le rôle de la petite amie de Jessie dans Breaking Bad. Elle était géniale et c'est un rôle très très différent. C'est une actrice qui a vraiment un éventail de jeux très différent. Je ne sais plus dans quel film ou quelle série elle jouait une pouffe et elle était très bien aussi. Je pense vraiment que c'est une actrice qui est en devenir et je serais surpris qu'elle n'ait pas une carrière de cinéma après parce qu'elle a vraiment, selon moi, le niveau pour ça. Mais pour revenir sur Rachel Taylor, même si elle souffre à la comparaison avec Kristen Stewart, je trouve qu'elle se donne à fond dans le rôle. Et encore une fois, comme le personnage est très bien écrit, ça marche vraiment bien, hein, toute la saison. Elle a vraiment fait du beau taf. Elle a des limites de jeu. Je pense qu'elle a du mal notamment à faire le personnage déprimé ou choqué par les choses. Mais par contre, dans tout le reste, la colère, le côté manipulateur, le côté potiche de télévision, enfin, elle maîtrise vraiment beaucoup de choses différentes. Elle se donne à fond. C'est une des vraies réussites d'avoir amené Rachel Taylor sur ce rôle et avoir réussi à pousser le rôle assez loin pour que ça fonctionne avec elle. C'est du beau taf. Alors, malheureusement, malgré toutes ces qualités, le petit manque de personnalité, là, le petit manque pour moi, ça vient du montage, ça vient à un moment donné le fait d'avoir décidé d'avoir continué d'avoir Malcolm dans la saison 3 alors qu'on en avait plus vraiment besoin. Toutes ces choses qui ont ce besoin de rattacher la série, encore une fois, quelque part à sa genèse ou au côté du fait que c'était une série The Defenders ou une série Marvel, ça l'a amoindri, ça lui a enlevé ce petit peu de personnalité qui va pénaliser Jessica Jones dans les années à venir. C'est une série qui, à mon avis, mérite de rester dans les annales, mais va moins le rester qu'elle le mériterait, vis-à-vis notamment de séries plus singulières comme Mindhunter ou encore Légion. Comme je disais, Légion, je ne veux pas spoiler, mais la série est d'une singularité inattaquable. Pas complexe pour le spectateur, comme Mindhunter, c'est des séries qui vont diviser, le grand public ne va pas forcément suivre, mais par contre, Légion, c'est une des séries les plus brillantes de super-héros que j'ai jamais vues, et c'est une série sur la folie qui est vertigineuse. Je vous en parlerai à un moment donné. Elle va très loin. Et je trouve que Jessica Jones, dans son rapport à la blessure intime, la blessure familiale, le rapport à la justice par rapport à ça, aurait pu aller encore plus loin. Pas forcément dans son écriture, mais vraiment dans sa mise en scène. Et on sent par moments, malheureusement, dans certains effets de mise en scène, qu'ils auraient pu y aller et qu'ils ont fait demi-tour parce qu'ils se sont dit que le public allait pas suivre. Il y a vraiment des épisodes où Jessica doit gérer notamment une blessure. Je ne veux pas vous spoiler plus que ça. Cet épisode est vraiment excellent et je pense que la série aurait pu garder ce ton de bout en bout. Après, je pense aussi que Jessica Jones n'a pas le succès qu'elle mérite parce qu'il n'y a pas de mecs dedans. Les personnages principaux sont des femmes. Oui, désolé, mais je trouve que Jessica Jones souffre de misogynie voilée. Luke Cage est vraiment moins bon à côté. Daredevil est en dents de scie depuis la saison 1. Punisher, c'est très sympa, mais c'est vraiment moins fin que Jessica Jones, ça va vraiment moins loin. Et c'est toujours ces séries-là qu'on met devant Jessica Jones dans la même série. Et quand on parle de séries de super-héros, on n'évoque pas Jessica Jones en face. Je sais pas, moi par exemple, même des séries DC qui sont beaucoup plus kitsch. Je dis ça kitsch, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est un style de série, quoi. Comme par exemple les séries The Flash, le Arrow, qui sont des séries beaucoup plus kitsch en face, avec des personnages en costume colorés, avec des effets spéciaux vraiment, vraiment pas terribles, et il y en a plein par épisode en plus, et ils essayent un peu de contrecarrer ça avec une écriture qui est effectivement assez radicale et qui propose des trucs intéressants, même si j'ai pas trop regardé ces séries-là, mais ça reste quand même des gens en costume de carnaval, c'est quand même très difficile de passer au-dessus de ça. Et ben même devant ces séries-là, les gens parlent pas de Jessica Jones, je ne comprends pas. C'est pourtant vraiment bien foutu. Et il y a une réflexion notamment sur le costume dans Jessica Jones qui est encore une fois hyper intéressante. Notamment quand on voit Trish essayer ses fameux costumes de super-héros et finalement le costume qu'elle va choisir qui est très cohérent par rapport à ce qu'elle devient. Enfin, c'est vraiment c'est bien vu, quoi. Et ça donne de la vraisemblance, du poids à la série, là où des séries comme je trouve The Flash ou Arrow visent essentiellement des fans du personnage ou des séries de super-héros en collant. Parce que sinon, on peut pas adhérer. On est exclu.
Pour Jessica Jones, je trouve franchement, c'est The Boys, mais en mieux. Oui, je le dis franchement, même il y a les mêmes thèmes sur l'héroïsme, les mêmes thèmes sur la justice, l'intime et le public sont liés, il y a la politique qui est très présente, il y a la question d'être d'un super-héros ou d'être un vigilante, un justicier, il y a aussi les questions c'est aussi une série de détectives, alors c'est moins gore, mais c'est tout, c'est la seule différence, et encore honnêtement, ils se permettent des petites envolées dans Jessica Jones qui sont tout à fait sympas, c'est pas au niveau de The Boys qui est beaucoup plus gore ouvertement, mais franchement, je sais pas moi, votez pour The Girls, hein, franchement, parce que c'est mieux, c'est juste mieux. Et je comprends ce que fait The Boys, et je trouve The Boys intéressant, mais ça reste en deçà, ça reste derrière en termes de qualité par rapport à ce que Jessica Jones peut proposer. Alors, avant la conclusion, j'aimerais juste, avant d'oublier, de faire un petit big up au doublage français, parce que j'ai maté la série en français aussi, en version originale, mais en français, et je trouve que le doublage français de Jessica Jones, notamment, est excellent. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, la série en anglais ou en français, je trouve que c'est du pareil au même. Bravo vraiment à l'adaptation et aux acteurs. Je vais juste citer les acteurs. Kristen Stewart est doublée par Victoria Grosbois, qui fait un excellent taf dans... Je trouve qu'elle a complètement compris le ton et l'attitude du personnage. Rachel Taylor est doublée par Hélène Bizot, qui fait vraiment du bon taf. Eka Darville, qui joue Malcolm. Oui, Rachel Taylor, c'est Trish, hein, elle est doublée par Hélène Bizot, comme je disais. Le personnage de Malcolm est doublé par John Cocu, et c'est impeccable, il fait bien son taf. La doubleuse attitrée de Carrie-Anne Moss, Danielle Doué, est là, et franchement, elle est excellente dans le rôle de Jerry Hogarth. Elle a complètement ce côté pince sans rire et froid, même ce côté brisé quand le personnage ne va pas, qui est impeccable. La dernière parole qu'elle a de la série, je trouve qu'elle a complètement compris comment le dire. C'est du super taf. Évidemment, David Tennant était doublé par Sébastien Desjours, il était excellent. Et plein d'autres. Daniel Lobé qui double Mike Holter dans le rôle de Luke Cage, dans la série Luke Cage, il était très très bon. Enfin voilà, c'était Rémi Bichet qui double Benjamin Walker, l'acteur qui double Eric Gelden, il fait du super taf, rien à dire. Voilà, donc globalement vraiment un gros big up et un gros coup de chapeau à l'équipe de doublage, ils ont fait du super taf, la série est excellente à mater en français, il n'y a aucun problème. Donc, conclusion. Eh ben, c'est une excellente série à découvrir. Si vous ne l'avez pas vu, découvrez-la. Si vous n'avez pas encore vu la saison 3, matez-la. C'est vraiment très bien, Jessica Jones. Ça a peu de limites. Je chipote sur la question de la singularité, mais je trouve que dans toutes les séries Marvel Netflix ou même les séries télé Marvel, mis à part Légion, c'est pour moi la deuxième meilleure. Elle est vraiment très très bien. Je la mettrai pas au niveau de la singularité de ce Doom Patrol, par exemple, où je vous renvoie à ma critique. Encore une fois, #fanboy. Mais franchement, matez The Doom Patrol, c'est vachement bien, c'est vachement intéressant. C'est très bien écrit et tout, et c'est super singulier. Mais Jessica Jones sera plus accessible. Elle a cette force pour elle. Elle a pris tous les thèmes des films de super-héros et du super-héros en général et les a réellement travaillés pour les rendre vraisemblables et concrets. C'est le personnage de la série The Defenders auquel je peux croire de A à Z, Jessica Jones. Et ça, c'est vraiment une grande qualité. Alors, encore une fois, je trouve qu'elle souffre d'une misogynie bête. Franchement, les mecs, sortez-vous les doigts du cul, sortez-vous la tête du cul, arrêtez de fantasmer que sur des hommes, matez Jessica Jones pour ce que c'est et vous verrez que c'est meilleur que Daredevil, c'est meilleur que plein d'autres séries. J'aime beaucoup Titans, mais ce n'est quand même pas aussi bien écrit que Jessica Jones. Bref, il y a plein de séries avec des mecs que j'aime beaucoup, mais Jessica Jones est au-dessus. Pour moi, simplement. Et Légion est encore au-dessus parce qu'ils ont réussi à mieux écrire la série, à faire quelque chose qui est absolument unique. Bref. Et elle va aussi souffrir d'un léger manque de singularité, comme je disais, c'est dommage. Mais globalement, c'est une série très sensible. Le discours sur la famille, le deuil est brillant, notamment dans cette saison 3. Qu'est-ce que c'est bien fait! Les étapes qu'on a besoin de franchir pour franchir un deuil, pour franchir la haine qu'on a envers quelqu'un ou le désamour. Enfin, je sais pas, c'est vraiment très bien écrit et je trouve que les différentes mises en scène, la cohérence notamment des différents épisodes et entre les différents réalisateurs est assez inattaquable. Et pourtant, le cahier des charges, on sent qu'il a été assoupli et que les réalisateurs et réalisatrices ont pu faire un peu plus ce qu'elles voulaient. Mais franchement, un gros coup de chapeau à Melissa Rosenberg. J'ai pas vu ce qu'elle fait maintenant comme projet, mais je vais m'y intéresser parce que je trouve qu'elle a fait du super taf sur Jessica Jones et elle peut être très fière. C'était un contexte difficile de production, c'était Daredevil qui était le plus produit, c'était clairement pas la série qui devait aller le plus loin dans son écriture et ainsi de suite, et c'est elle qui a réussi à le faire. Un grand coup de chapeau à cette dame qui bien sûr écoute le podcast, hein. Hashtag elle est archi fan, hashtag Marvel Netflix, ça a changé depuis que je m'en occupe. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.